Je suis porte-parole du collectif pour l'enfant qui réunit 79 associations dans la France entière. Donc voilà, on est bien implanté dans toutes les régions de France ou à peu près. On doit aller, je pense qu'on représente à peu près 30 000 personnes. Et ce combat, en fait, je l'ai démarré il y a déjà un moment, très précisément en 2006, parce que je sentais que tous ces sujets-là devenaient de plus en plus prégnants dans notre société, que bien que ça concerne finalement un très petit nombre de personnes, au fur et à mesure que revenaient les débats, les élections, à chaque fois, on parlait de ça et puis ça devenait de plus en plus fréquent. Et puis ce qui m'a profondément choquée, c'est que, notamment aux dernières élections, campagne des élections 2007, lorsque on posait la question à un candidat de savoir s'il était pour ou contre, le candidat qui avait le malheur de dire « je réfléchis » était déjà traité d'homophobe. Et moi qui suis profondément, mais profondément attachée à la liberté de parler, mais en plus à la liberté de penser, je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui est en train de nous échapper à nous citoyens. On rentre dans une espèce de pensée politiquement correcte, c'est-à-dire on est obligé de se conformer à une pensée et on n'a même plus le droit de s'exprimer. Et en fait, c'est cette raison-là qui m'a d'abord poussée à m'engager sur ce sujet. Et puis, il se trouve que du coup, j'ai creusé la question en me disant, au fond, on entendait beaucoup de choses. Alors, on entend beaucoup de choses, quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux. Enfin voilà, j'aime bien le débat, j'aime bien être un peu bousculée d'ailleurs dans mes convictions, etc. Donc ça m'a un peu forcée à creuser. Et là, je me suis dit, mais en fait, l'énorme oublié dans cette affaire, c'est l'enfant. On est en train de parler beaucoup du droit des adultes, d'une égalité, et puis finalement, l'enfant qui n'a pas de voix, on l'entend quasiment pas. Ou même, quand je dis quasiment, je suis déjà gentille pour le quasiment, parce qu'en fait, on ne l'entend pas. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille voir auprès de psy, auprès de pédiatres, auprès d'éducateurs, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dérouler un peu comme une bobine. Et j'ai été totalement passionnée par ce sujet parce que ce sujet touche aux fondamentaux de la société. On pourrait croire que c'est un sujet qui concerne simplement un tout petit nombre de personnes, puisque c'est vrai que les personnes homosexuelles, elles représentent un très petit nombre de personnes. Les enfants qui sont élevés dans des couples homosexuels représentent aussi à peu près 30 000 sur 15 millions d'enfants. Donc voilà, c'est très peu. Ceux qui, au sein de ces enfants qui sont élevés dans des couples homosexuels, il y en a un très petit nombre qui n'ont pas de père et pas de mère, parce que généralement ces enfants-là, ils sont nés d'un père et d'une mère. Donc il y a vraiment que ceux dont les mères ont été inséminées avec donneur anonyme qui n'ont pas de père. Et puis voilà, je me suis dit, mais finalement il y a un on croit que ça concerne un très petit nombre de personnes, sauf qu'en fait c'est un bouleversement. En fait je dis même pas que c'est un bouleversement, je dis que c'est une révolution anthropologique et pour l'organisation de la société. Voilà, donc en fait ça fait maintenant, je sais pas, on fait le calcul, ça doit faire 7 ans, ouais, 7 ans que je suis vraiment très focalisée sur ce sujet. Le mot parentalité en question et l'enfant dans tout ça, c'est exactement par rapport à la même chose que dans le prolongement de ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est-à-dire que le grand oublié c'était l'enfant. Donc je me suis dit, pour un enfant, qu'est-ce que ça change? Est-ce que véritablement ça change quelque chose d'être privé d'un père ou d'être privé d'une mère? Parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Au-delà de 2 parents, et là c'est une révolution en effet, d'avoir 2 parents, c'est tout à fait différent que d'être élevé par une personne homosexuelle qui vit avec un compagnon. Là on est en train de lui inventer une filiation fictive de 2 personnes de même sexe. Donc au-delà de ça, je me disais, qu'est-ce que ça change pour l'enfant? Est-ce que vraiment ça lui change quelque chose d'être privé d'un père ou d'être privé d'une mère? Et donc j'ai interrogé des psychiatres et en fait dans mon livre, en effet, j'ai vraiment tout un chapitre
voir plus, hein. C'est vraiment le fil rouge de mon livre, c'est ça, c'est de dire à quoi ça sert d'avoir un père, à quoi ça sert d'avoir une mère, qu'est-ce que c'est qu'un père et qu'est-ce que c'est qu'une mère. Est-ce qu'un père, est-ce qu'une mère, c'est juste ceux qui éduquent l'enfant, qui lui donnent de l'amour, qui lui donnent de l'affection? Est-ce que c'est juste cette relation finalement transversale de relation entre parents ou l'enfant, ou qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est autre chose? Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était largement autre chose, qu'un père, une mère, c'était celui qui ancrait l'enfant dans cette relation verticale, cette relation de filiation, cette généalogie. Et ça, c'est capital pour l'enfant. C'est pas juste d'être aimé, certes, c'est nécessaire, enfin, c'est vital d'être aimé. Évidemment que c'est vital d'être aimé, d'être reconnu, etc. Mais d'être fixé dans sa filiation, d'où je viens, moi, enfant. Et ben c'est comme ça qu'il arrive à se construire. Parce qu'un être, ça ne se construit pas juste dans une relation horizontale, ça se construit évidemment dans une relation verticale. Donc c'est ça que ça m'a permis d'approfondir, c'est finalement d'aller au bout des choses, d'aller au bout de ce qu'on peut offrir de mieux à un enfant. Évidemment que c'est pas neutre d'être privé d'un père ou d'être privé d'une mère. C'est pas lui donner 2 fois plus d'affection. Et comme on dit, un enfant, on pourra toujours dire c'est pas parce que vous m'avez donné 2, 3 ou 4 papas que vous m'avez donné une maman. Un père ne pourra jamais remplacer une mère et une mère ne pourra jamais remplacer un père. Et heureusement, et quelle belle complémentarité que celle des parents pour un enfant, mais quelle belle complémentarité et quelle tristesse. Je vais même aller plus loin, je trouve, quelle cruauté que de vouloir priver un enfant d'une racine essentielle qui est cette complémentarité, cet amour. Et d'ailleurs, en ce moment, enfin, ça c'était moins, j'allais dire, à la mode quand j'ai démarré ce combat, mais là on se rend bien compte, on veut mettre des femmes dans les conseils d'administration, on veut mettre des femmes dans les plus hauts niveaux, on n'arrête pas de parler de parité, et on voudrait priver de parité l'enfant, c'est-à-dire de le rendre finalement amputé d'une tellement belle partie de l'humanité qui est soit la partie homme, soit la partie femme. Et vous remarquerez que je ne dis pas la partie masculine ou la partie féminine. Ce qu'on voudrait nous dire, c'est que mais non, mais on a tous un peu de féminin et un peu de masculin, donc si on a... Non, c'est pas du tout la même chose. Je ne parle pas de partie masculine ou partie féminine, je parle de homme et femme. Certes, il y a de la partie masculine et féminine en chacun de nous, mais ça remplacera jamais le corps, ça remplacera jamais cet enveloppement de la femme. Et d'ailleurs, les femmes et les hommes, eh ben, heureusement, ils ont une manière d'appréhender les choses, de la vie de façon différente, ils ont une manière d'aimer qui n'est pas plus belle ou moins belle, mais qui est différente. Et c'est de ça dont on veut priver l'enfant, en fait, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. On ne parle pas d'égalité de droits. Moi, je suis tout à fait pour l'égalité des droits, sauf qu'en fait, il n'y aura jamais... l'égalité, c'est pas l'équivalence. Eh ben, oui, on est égaux, mais on n'est pas équivalent. Et quel bonheur pour l'humanité d'avoir une moitié, 50% d'hommes et 50% de femmes, et on veut priver ça. On veut priver l'enfant de ça. Oui, en fait, je suis assez... Enfin, je suis pas politiquement correcte, hein, et quand j'emploie le terme cruel pour l'enfant, c'est quelque chose que je pense vraiment. Je trouve que c'est dur, en fait. Je trouve que c'est une loi qui est très dure. Voilà. Et je trouve que dans notre société où justement on a soif de douceur parce qu'on est dans un monde qui est très dur, et ben pourquoi pas mettre cette douceur au plus près du plus petit et du plus fragile, qui est l'enfant. Mais parce qu'en fait, ils disent que c'est la même chose. Je pense qu'ils sont tellement attachés à l'égalité des droits des adultes qu'ils en oublient l'égalité des droits des enfants. Et donc, pour justifier cette égalité des droits des adultes, eh ben, ils disent que c'est la même chose, mais parce que ils sont vraiment attachés à ça, quoi. Mais ils nous disent pas toutes les conséquences que va avoir cette loi. Donc à la fois sur les enfants, je dirais pas que c'est une insensibilité, hein, parce que, mais je pense qu'au nom du désir, on peut pas essayer de réparer une souffrance en prenant le risque d'en créer une autre. Réparer une souffrance, certes, parce que ne pas avoir d'enfant, c'est aussi cruel.
C'est extrêmement difficile et c'est source de très 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 grande souffrance. Et ça, c'est quelque chose que je peux très très bien comprendre. Donc c'est pour ça que je ne dirais pas insensibilité, en fait, je dirais une souffrance qui est réelle et qui peut-être ils se rendent peut-être pas compte, en raison de cette souffrance ou en raison de la volonté de réparation de cette souffrance, qu'ils peuvent en créer une. Mais qu'en revanche, je pense qu'une souffrance d'adulte, elle est raisonnable. C'est-à-dire dans le sens, on peut la raisonner, on peut l'expliquer, on peut la soigner. En revanche, une souffrance d'enfant, c'est quelque chose qui va porter sa vie durant, quoi, sur ses petites épaules. Et quand on parle d'adoption des enfants, il faut quand même savoir qu'au départ, c'est des enfants qui ont été abandonnés, qui sont orphelins. Donc moi je dis que c'est des enfants qui ont encore plus besoin de cette complémentarité et de se reconstruire par rapport à cette cellule analogique, c'est-à-dire cellule homme, cellule de femme, qui leur a donné la vie et qui les a abandonnés ou qu'ils ont perdu pour une raison ou pour une autre. Ils ont besoin de se retrouver au plus près de cette cellule analogique parce que comme ça, ils peuvent tenter de se reconstruire par rapport à « je ne suis pas né de mes parents adoptifs, mais j'aurais pu. Je ne suis pas né de la fusion de ces corps, mais j'aurais pu. » Un enfant ne pourra jamais s'imaginer être né de la fusion du corps de deux personnes de même sexe. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que c'est pas possible. Alors déjà, au second, j'ai envie de leur dire qu'une bataille qui n'est pas menée n'est pas perdue. Mais si elle n'est pas menée, elle ne peut pas être gagnée. J'ai envie de leur dire qu'il y a beaucoup de batailles qu'on croyait comme ça perdues d'avance et qui finalement se sont retournées. Et j'ai envie de leur dire que c'est un combat qui n'est ni de droite ni de gauche, ni d'une religion ni d'une autre. C'est le combat de l'homme avec un grand H. Et c'est le plus beau combat qui puisse être mené, c'est le combat de l'homme et c'est le combat de l'enfant. Et qu'on ne peut pas se dire je ne vais pas y aller parce que quand on sait que c'est l'enfant, le plus petit, fragile, le plus petit d'entre nous qui est l'enjeu, je dis on n'a pas le droit. Si on est vraiment convaincu, on n'a pas le droit de baisser les bras parce qu'on n'a jamais le droit de baisser les bras quand il s'agit de défendre le plus petit d'entre nous. Donc ça c'est vraiment la deuxième chose à ceux qui disent ça. Et au premier, j'ai oublié la question. Pardon. Les gens ne se sentent pas forcément concernés. Alors les gens se sentent, voilà, absolument. Donc les gens ne se sentent pas concernés, or c'est la société tout entière qui va être bouleversée. Parce que les conséquences juridiques sont des conséquences qui vont toucher la société tout entière. Vous aurez par exemple dans les livrets de famille parent 1, parent 2. Alors on nous explique que non, mais sauf qu'il va bien falloir dire sur une feuille de livret scolaire par exemple, le nom de ton, de ta, non il n'y aura plus le nom de ton père, le nom de ta mère, il y aura le nom de ton parent 1, le nom de ton parent 2. Ça peut paraître idiot, mais sauf que c'est des choses qui sont extrêmement concrètes, puisque en fait on veut faire de nous des êtres neutres. Mais tous les gens sont concernés. Tous les gens sont concernés. Qu'on veuille faire d'eux quelqu'un de neutre. De dire tu n'es plus un homme, tu n'es plus une femme, tu es quelqu'un de neutre. Donc tu es finalement, c'est en fonction, tu es catalogué dans la société en fonction de ton orientation sexuelle. Moi c'est pas ça que je veux. Je suis une femme, ben voilà c'est tout. Donc vous voyez, on est en train de changer les catégories. Donc ça c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. Et comment ne peuvent-ils pas se sentir concernés par toutes les autres conséquences qui seront par exemple la gestation pour autrui? Pourquoi? Parce qu'au nom de l'égalité des droits, dans ce projet de loi, il y aura la procréation médicalement assistée. Il y aura un amendement, donc ça va passer par voie d'amendement, et ça passera. Mais les couples d'hommes, eux, vont dire, au nom de l'égalité des droits, puisque nous ne pouvons pas porter d'enfants dans notre ventre, nous avons donc une discrimination par rapport aux couples de femmes, et nous demandons la gestation pour autrui. Et cette gestation pour autrui, nécessairement, va arriver. Et là, c'est quelque chose qui va concerner tout le monde, parce que ça ne concernera pas juste
les personnes homosexuelles. Ça va concerner aussi la gestation pour autrui. Elle sera, tout le monde pourra en profiter, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on est sur un bouleversement total de la façon d'attendre des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on sort du champ actuel de la procréation. On n'est plus seulement sur une procréation médicalement assistée pour des personnes de même sexe, mais on est aussi sur une gestation pour autrui. Et là, on a la marchandisation du corps de la femme, on a la programmation d'un abandon pour un enfant. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, on dit j'attends un enfant, cet enfant est programmé pour être abandonné. Mais vous vous rendez compte dans quelle société on se trouve? On programme un enfant pour l'abandon. On dit à la femme qui attend, ce sera d'ailleurs jamais des femmes riches qui vont attendre, hein, ce sera toujours des femmes pauvres. Donc on est là sur la marchandisation du corps. Et puis on va dire à la femme, tu t'attaches pas à ce bébé, tu t'attaches pas à cet être qui pousse dans ton ventre, comme si c'était un robot. Parce que cet enfant, il n'est pas à toi. Et si jamais la femme veut le garder? Et puis il y a deux grands oubliés dans la gestation pour autrui. C'est le mari de la femme. Parce qu'un mari, quand il voit sa femme qui a son ventre, qui s'arrondit, les petits coups de... Voilà, ça c'est la vérité, c'est la réalité, c'est pas juste un concept, hein. C'est éventuellement les malaises, enfin c'est pas non plus... on n'est pas des machines, hein, donc... lui on lui dit non, attends, tu vois, ta femme, ce bébé qui est dans son ventre, c'est pas pour toi. Mais vous vous rendez compte de la cruauté pour l'homme, pour le mari? Moi j'y pense toujours au mari aussi. Et puis les enfants qui sont déjà nés, on va leur dire, tu sais, comme ta maman est très généreuse, elle va te donner le bébé. Vous imaginez l'effet destructeur sur un enfant? Et ça, c'est pas la société tout entière qui est concernée par ça. Donc vous voyez, on n'est pas juste sur quelques personnes qui, au nom de l'amour, et certes au nom de l'amour, mais l'amour, ça peut être complètement destructeur. D'ailleurs, on sait bien que l'amour, ça peut être destructeur, parce qu'on sait bien que certaines mères qui aiment leurs enfants, elles l'aiment d'un amour, elles les aiment d'un amour destructeur. Donc au nom de l'amour, quel que soit cet amour, on pourrait détruire, complètement détruire et tout bouleverser. Donc en fait, je crois que il faut faire extrêmement attention. En ce moment, hein, on dit beaucoup, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc c'est la grande expression à la mode. Oui, et ben moi j'ai assez envie de la reprendre aussi pour ça. On n'est pas dans un espèce de monde calfeutré où l'essentiel c'est l'amour, où à partir du moment où c'est un couple homosexuel qui aime son enfant, il n'y a aucun problème pour l'enfant. Non. D'abord, un couple homosexuel, il peut se déchirer tout comme un couple hétérosexuel. Il n'y a aucune raison qu'un couple homosexuel, et d'ailleurs toutes les statistiques le disent, un couple homosexuel ça tient pas mieux qu'un couple hétérosexuel. Donc quand on dit qu'il vaut mieux être dans un couple homosexuel qui s'entend bien que dans un couple hétérosexuel qui se déchire, oui, enfin le couple homosexuel, qui est-ce qui va dire qu'il s'entend bien? Donc moi j'ai envie de dire il vaut mieux être dans un couple hétérosexuel qui s'entend bien que dans un couple homosexuel qui se déchire. Vous voyez, on peut retourner aussi. Donc il y a tout un tas d'arguments comme ça où c'est comme si forcément ils allaient s'aimer, ils allaient aimer l'enfant. Il n'allait jamais y avoir de problème à l'intérieur. Il dit oui, il vaut mieux être élevé par un couple homosexuel que par un père hétérosexuel qui viole sa fille, qui viole son fils, etc. Oui, enfin, il peut aussi y avoir des personnes homosexuelles qui violent leur fille ou qui battent leur fils. Enfin, je veux dire, là, après, on arrive dans des espèces d'arguments complètement absurdes où on se dit, mon Dieu, je vais être traité d'homophobe et on va penser que j'aime pas les homosexuels. Et ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le même débat. C'est pas un débat de la même nature. Là, on est en train de parler de l'organisation de nos sociétés, on est en train de parler de la relation homme-femme, on est en train de parler de la complémentarité entre les hommes et les femmes, on n'est pas en train de parler d'orientation sexuelle. Moi, depuis 6 ans, 7 ans que je mène ce combat, je déconnecte toujours les deux. Et je dis, il n'y a aucun rapport entre les deux. Ça n'a rien à voir. On n'est pas sur l'homosexualité, on est sur l'altérité. Et là, ça change tout. On est sur l'homme, la femme. Et qu'est-ce qu'on fait de l'homme, de la femme? Et je discutais avec un homosexuel justement il y a quelque temps. En fait non, il était homosexuel puis finalement maintenant il est hétérosexuel, il est marié, il a des enfants, etc. Et donc lui il sait bien, il connaît les deux. Et en fait il disait quand j'étais homosexuel, en fait il prenait l'image, et j'aimais assez bien en fait d'un puzzle. Et il disait, je me sens maintenant comme si à l'époque j'étais une partie d'un puzzle et je mettais au-dessus de moi la même partie de ce puzzle. Et maintenant, je suis toujours la même partie de ce puzzle,
Sauf que j'ai mis une partie complémentaire à ce puzzle. Et voilà qu'enfin, je me sens dans l'unité parce que il y a eu deux parties complémentaires. Et j'ai assez bien aimé cette image parce que j'ai trouvé qu'elle était finalement assez... enfin, bon, voilà, c'est une image que je trouvais assez compréhensible. D'abord, c'est révélateur d'une idéologie qui est de plus en plus prégnante, hein, qui est l'idéologie du gender. C'est-à-dire, en fait, c'est à toute puissance. En fait, c'est je suis qui je veux être. C'est-à-dire que je peux éventuellement avoir un corps d'homme et être une femme, avoir un corps de femme et être homme. Et je pense qu'en fait, c'est une société de la toute-puissance. C'est-à-dire que c'est ce que je veux, c'est je désire un enfant, donc normal. Je l'ai puisque je le désire. Je désire être un homme, eh bien je vais l'être puisque je le désire. Donc voilà, le symptôme c'est ça, c'est-à-dire que on a perdu toute humilité. On a perdu l'humilité de se dire, eh ben non, je ne suis pas dans la toute-puissance. Eh bien non, il y a une nature, après tout, c'est peut-être pas complètement idiot de se dire que il y a une nature et que si on la viole trop, cette nature, un jour elle va pouvoir se retourner contre nous, qu'on est contre les OGM ou pour, enfin j'en sais rien, on parle de tout ça et puis en fait finalement on parle même pas du principe de précaution pour la personne humaine. Donc je pense que c'est révélateur de cette toute puissance dans laquelle on se situe et qu'un peu d'humilité, qu'on est juste voilà, des maillons d'une chaîne. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est qu'on est des maillons d'une chaîne et que de trop jouer à l'apprenti sorcier, un jour, tout bêtement, ça nous retombera sur la figure. Et d'ailleurs, on le voit parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait l'histoire de clonage de brebis, etc. Là, je ne sais plus comment elle s'appelait, Dolly, enfin bref, elle est morte d'ailleurs maintenant, mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va essayer en laboratoire de créer l'homme, de remplacer des gènes par des autres, de créer. Et en fait, je pense qu'en fait c'est très grave et que ça procède en fait du même état d'esprit, c'est-à-dire de dire je veux donc j'ai, c'est moi qui décide. En fait non, il y a une nature. C'est un rendez-vous capital parce que c'est vraiment le rendez-vous des gens qui disent oui, on veut tout simplement un mariage homme-femme, une famille père, mère, enfant, on ne demande rien d'autre, on est contre l'homophobie évidemment, on ne veut pas que les débats, que ces choses-là soient mélangées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans une période qui est très violente, qui est économiquement, qu'on préserve ce cocooning de la famille et surtout qu'on préserve la personne la plus fragile. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile? Un enfant, une personne handicapée, un vieillard, voilà. Moi j'ai envie de dire que dans une période économique difficile, prenons encore plus soin de nos petits, voilà, de nos petits dans tous les sens du terme, de nos plus fragiles. J'ai vraiment coutume de dire que une société qui ne prend pas soin de tous ses plus fragiles, c'est pas une société en progrès, c'est une société, vraiment une société qui régresse et c'est une société qui tombe de plus en plus dans la violence. Et notre société est une société très violente et je pense que tout le monde le reconnaît. Et bien justement, mettons un frein à cette violence et je pense que de mettre un frein à cette violence, ça commence en fait par préserver cette cellule de base qui est la famille.